Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 13. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. On a un superbe printemps précoce pour le Québec. On a vraiment des belles températures. La neige a fondu. Les enfants ont déjà sorti leur vélo. C'est merveilleux, c'est rafraîchissant. Puis côté écriture, ben là, j'ai envoyé mon projet de fantasy épique à mes bêta-lecteurs. Donc, c'est parti. J'attends fébrilement leur retour. Oui, ça doit. Puis, oui, mais en tout cas, je m'attends à ce que ça passe bien. Ça avait déjà bien passé avec mon lecteur de première ligne. Donc, peut-être des petites corrections mineures ou des scènes à ajouter, là, mais je ne m'attends pas à avoir de gros remaniements à faire. Puis sinon, là, les prochaines semaines, ça va être consacré à la révision finale pour le tome 3 de ma série Windigo. Puis ma dernière étape, c'est la lecture à voix haute. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi, avec tes projets. Là, donc, moi, j'ai la chance d'avoir un esclave. Mon conjoint me le lit à voix haute. Mais sinon, je sais que si vous n'êtes pas aussi chanceux que moi, vous pouvez utiliser là, la voix artificielle du programme d'édition de texte. Parce que c'est vraiment fou. On voit on entend toutes les répétitions, on entend les erreurs, on se rend compte si les dialogues sont décalés, sont forcés. Donc, je pense que c'est vraiment une étape super importante. On entend à tous les tics d'écriture. Oui, aussi. C'est vrai, on se tombe sur les nerfs. Mais par contre, c'est long. Je trouve que c'est quand même long. Tu sais, on peut parler de une dizaine ou une quinzaine d'heures à prévoir. Là. Donc, c'est ça. Les 2 prochaines semaines vont être consacrées à ça de mon côté. Et toi? Merveilleux. Ben moi, la semaine passée, j'avais fait une promesse. J'avais dit que je terminerais la révision éditoriale des textes des nouvelles et que ce serait parti chez la réviseur et c'est fait! Yeah! Yes. Donc, mardi dernier, comme je l'avais prévu, j'ai envoyé mon document à ma réviseure et elle a commencé à travailler dessus. Donc, enfin, libéré, délivré. C'est quoi ton calendrier pour ça? Elle prévoit prendre combien de temps pour faire sa révision? Environ 3 semaines, un mois. Donc, normalement, début mai, là, je devrais avoir le document là, complètement révisé et rendu là, ça va être un dernier envoi aux auteurs pour qu'ils valident là, surtout les titres, les noms, parce qu'il y a certains auteurs, des fois, qui peuvent avoir des noms qui ont des petites... où les coquilles peuvent se glisser facilement. Donc, ça va être à vérifier ça par chacun. Et ensuite, ça va partir en impression. Donc... Là, on parle de 3 semaines pour 60 000 mots? 70 000 à peu près. OK. Donc, c'est l'équivalent d'un bon roman, d'un 300 Oui. pages, 250-300 pages. Oui, exactement. Donc, ça va être une belle affaire. Et là, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire un appel à tous pour trouver des critiques, des blogueurs, pour faire la promotion du livre. Et je suis très contente. J'ai eu beaucoup de retours. Donc, on va avoir, je pense, là, je suis rendue à 5 ou 6 blogueurs différents qui vont obtenir une copie du livre pour en faire la critique sur leur site web ou sur leurs réseaux sociaux. Il y en a qui sont très présents, par exemple, sur Instagram. Donc, c'est le fun. On sent que le recueil va voyager. Puis là, c'est ça. Prochaine étape, c'est d'avancer dans les ententes de distribution avec les libraires indépendants. Donc, ça va être mon morceau pour le mois d'avril, là, surtout de mon côté, parce que là, j'ai plus à m'occuper du texte. Donc, c'est merveilleux. Mais bon, fait que ça ressemblait à ça cette semaine. Et là, cette semaine, en tant qu'entrevue, on a reçu, Mélanie, tu as reçu une jeune autrice. Donc, est-ce que tu veux nous la présenter? Audrey Chevalier est une autrice, je pense qu'elle a lancé son premier roman à peu près en même temps que moi, j'ai lancé les miens. Je l'ai découvert, dans le fond, par le biais d'une page de promotion, de recommandation de lecture sur Facebook. Donc, son premier ouvrage de fantastique qui a été publié dans une maison à compte d'auteurs de la région de Bellechasse, donc au sud de Québec.
Puis, éventuellement, je me suis rendu compte qu'elle avait publié un deuxième livre, mais cette fois-ci, vraiment de façon indépendante. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de discuter de son parcours avec elle, puis de voir là, comment les choses ont évolué au fil du temps. Parfait. Donc, on s'en va écouter ça et on vous revient tout de suite après. Aujourd'hui, je discute avec Audrey Chevalier, une auteure québécoise de fantasy et de policier. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour Mélanie, ça va bien? Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais te présenter puis nous parler un peu du genre de livre que tu écris? OK, moi, pour bien me résumer, j'ai tout le temps été passionnée de lecture. J'étais jeune, puis mon but dans la vie était de lire tous les livres de la bibliothèque, mais j'ai vite changé d'objectif. Puis, je suis quelqu'un, en général, assez passionné, fait que autant par mon écriture, mais je me ramasse passionnée de peinture, de dessin. J'adore jouer de la musique, puis aussi, j'écris du fantastique. J'ai publié mon premier livre en 2019, qui est La clé de la lumière, Anna. Ensuite, mon dernier que j'ai publié, c'est un policier noir. C'est en novembre 2020 mais en auto-édition. Dans le fond, j'ai ouvert ma propre maison d'édition. Donc, non seulement tu as fait un changement de style d'édition, parce que Anna, la clé de la lumière, était publiée dans une maison d'édition traditionnelle, puis tu as changé de genre et tu as changé de mode d'édition. Oui, en plein ça, mais je dois préciser, Anna est disponible le tome 1 à la maison d'édition GML, et c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. Ah, OK. Je dois préciser. Puis oui, c'est un revirement total. Puis je voulais trouver une façon de justement aller modifier l'approche, parce que ça me rejoint un peu moins là, de ne pas prendre toutes les décisions, puis que ça ne m'appartienne pas totalement. Donc, j'ai fait ce virage à 360 degrés. Puis j'en suis pas déçue, là, personnellement. Il y a aussi, c'est ça, j'écris, mon Dieu, j'en ai en banque, là, je vais avoir du fantastique, du horror fantastique, du science-fiction, mon Dieu. Encore des fantastiques. J'ai même un petit peu de romance fantastique, mais là, je suis présentement sur des enquêtes, là, vraiment, là, avec différents sujets toutes les fois, avec les mêmes personnages d'enquêteurs qui reviennent. C'est super. Tu vois, personnellement aussi, j'écris donc science-fiction et fantastique. Puis j'ai passé de la fantaisie urbaine à la fantaisie épique tout récemment. Donc, je peux parfaitement te comprendre avec les envies d'écrire plus largement que de se limiter à un seul style. Puis, donc, c'est ça. Là, en ce moment, tu travailles sur tes romans policiers. Puis, où est-ce que tu dirais que tu tires ton inspiration? Parce que là, visiblement, tu as quand même changé de genre. Donc, est-ce que c'était déjà une histoire que tu avais en tête ou est-ce que ça a été un coup de tête? Un coup de tête. Moi, ce qui arrive, c'est que c'est des idées quasiment accumulées des dernières 10 ans. Parce que moi, Anna, ça a pris du temps, là, ça a pris 10 ans là, avant d'être capable de trouver une maison d'édition qui veulent bien me donner ma chance. Pour ce qui est de mon inspiration, mon Dieu, ça, j'en parle dans mes remerciements ou mots de l'auteur. C'est vraiment je vais vraiment avec de l'actualité, des sujets tabous dans la société que moi, j'ai vraiment à cœur de donner une voix à ces victimes-là qui, bien souvent, ne parlent pas, ne peuvent pas ou sont plus là pour justement parler de ces sujets. Et moi, j'ai à cœur vraiment d'aller fouiller justement dans ce qu'on parle pas. Donc, mon inspiration au niveau fantastique, j'ai une imagination à pu finir. Puis c'est mes rêves aussi. Anna, ça a été un rêve, puis toutes les autres, moi, je suis du genre à me rappeler de mes rêves, puis je les prends en note dans un cahier. Que ça me permet au fil des années de les travailler. Là. Je les développe au minimum là, quand j'ai juste l'idée, là, vraiment comme à l'école, là, événement déclencheur, puis, mais c'est bien large. Là. Après ça, quand je le prends, je rajoute du squelette et de la peau. Là. Donc là, tu parles de cahier. Parle-nous un petit peu de ta routine d'écriture. Est-ce que tu as un horaire préétabli, des objectifs? Est-ce que tu te mets des échéances? Comment ça se passe une journée d'écriture pour toi?
Pour moi, OK. Je suis du genre vraiment, mon bureau personnellement doit être très rangé et tout à sa place. Je suis quelqu'un comme ça, sinon je suis comme mêlée dans ma tête si tout est à l'envers. J'ai mes notes, justement, mes cahiers, ma tonne de post-it, là, un peu mis partout. Ce que je fais, c'est que je m'installe, puis j'ai tout mon plan et mes fiches de personnages sur mon mur de travail à la grandeur du mur. Moi, ça me prend vraiment des trucs, un fil conducteur bien établi parce que je suis quelqu'un de très cartésienne et visuelle. Puis ça me permet de garder le cap. Souvent, c'est ça. Je vais relire, mettons, le dernier chapitre que j'ai fait la veille ou je m'installe avec une playlist de Spotify, puis du matin jusqu'au ce que les enfants arrivent. Après ça, c'est souper. Puis quand je suis capable, ben, je rembarque le soir jusqu'à temps que je sois fatiguée. Donc, c'est ton activité principale, c'est ce que je comprends? Mon activité principale, oui. Est-ce que c'était un projet que ça soit ton activité principale ou ça s'est comme imposé de lui-même? Ça s'est imposé de lui-même. Ça faisait longtemps quand même que je voulais trouver quelque chose qui me permettrait de travailler à la maison. Dans ma vie aussi, j'ai fait beaucoup de travail, autant dans l'armée, en animalerie, en arboriculture et lagage, mais tu sais, je me suis cherchée toute ma vie. Puis ça, j'ai réalisé que l'écriture avait suivi. C'était le seul élément qui était resté présent tout au long. Puis j'ai trouvé que pour moi, j'avais du talent. Je me sens que je le sentais à l'intérieur. Puis je me rends compte que je suis vraiment épanouie dans ce milieu et dans ce boulot-là. Puis en même temps, c'est un plaisir autant. Fait que là, quand tu parlais d'objectifs, disons que mon enquête Laramée, je l'avais commencé légèrement. Puis quand j'ai embarqué dessus, je pense que je l'ai écrit en pas grand temps, 2 semaines et demie, il était écrit. Wow! Bah, c'est sûr qu'à temps plein. Je m'étais mis comme objectif, c'est un peu fou, là, je m'étais mis comme objectif 7000 mots par jour. Je voulais battre un ami qui fait ça, lui, par jour, quand il est vraiment dedans. J'ai réussi. J'ai réussi à maintenir ce beat-là pendant 2 semaines et demie. Ça ne jouait pas de beaucoup, puis j'ai réussi à le conclure. Donc, c'est pour ça que j'ai été en mesure de le publier à l'automne assez rapidement. Mais tu sais, il faut que j'apprenne aussi à... J'ai pas des semaines à 7000. Il y a des fois que je vais écrire 2000 dans une journée. Il faut que j'apprenne à être satisfaite de ça parce que je peux pas toujours garder un cap extrême là, de faire 20 pages ou 25 pages par jour. C'est surtout que j'ai des enfants. Puis, j'ai ma vie. Que ta moyenne confortable, ça se situe à peu près où? Facilement, je peux me rendre à 4000, 4000, 4500. Dans ces eaux-là, c'est pas trop exigeant, vu que je m'installe le matin, je me lève tôt, je m'installe le matin, puis un coup, si les enfants sont pas là, moi, c'est temps plein jusqu'à temps. Il y a mon lunch, il y a tout près de moi, là, qu'est-ce que je vais avoir besoin. Puis, ouais, ça ressemble à ça. Tu nous parlais que tu as lancé ta maison d'édition. Donc, à partir du moment où tu as lancé Anna la clé de lumière, tu as travaillé avec une maison d'édition, tu as appris un peu les rouages du métier, comment ça se fait. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, tu parlais de prendre tes propres décisions, contrôler le processus. Donc, parle-nous un peu de ça. OK, oui. J'ai pris l'élan vers ma propre maison d'édition parce que c'est moins contraignant, je trouve, comme façon de voir l'édition, d'y aller en auto-édition. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est surtout quand on passe par Amazon, ça a un aspect international. Parce que c'est pas toutes les maisons d'édition qui vont aller consulter la Fenech en Europe. C'est beaucoup de pourparlers, mettons, de faire accepter notre livre en librairie. Il y
il y a aussi, ça c'est un point très important, c'est que moi, j'aime pas attendre 6 mois avant d'avoir une réponse si on me refuse. Surtout si tu écris ton roman en 2 semaines. On s'entend effectivement, je veux pas prendre 6 mois puis que tu aies un négatif puis que tu ne saches pas pourquoi. C'est encore plus crève-cœur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il n'y a pas pogné dessus. Puis aussi, ça évite la tonne de refus parce qu'à un moment donné, c'est dur sur l'aspect psychologique d'avoir investi énormément de temps. Puis, pour nous autres, c'est comme nos bébés, là, on les voit se développer. D'avoir des refus, à un moment donné, ben, ça brise le cœur. Moi, il a fallu que je le mette dans mon tiroir puis que je dise bon, ben là, je vais faire d'autres choses là, parce que là, j'étais après vraiment me fâcher de ne pas avoir des bonnes réponses par rapport à ça. Un autre très, très gros aspect, c'est, je ne vous mentirai pas, là, je veux dire, une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est l'investissement vient de l'auteur. Donc, je ne cacherai pas, c'est énormément de sous. La plupart, je dis peut-être pas qu'ils sont toutes comme ça, mais j'avais pas nécessairement, surtout pour ma suite de mon tome 1, j'ai pas l'argent mis de côté pour repayer un autre. Puis tu sais que je veux pas non plus avoir à débourser quand je vais vouloir avoir des copies. Si maintenant j'écoule mon 200 copies, ben faut que je repaye à chaque boîte que je commande. Puis les frais, c'est le prix coste n'est pas pareil que sur Amazon. Amazon, ils ont les moyens de te mettre tes copies d'auteur vraiment pas chères en coût de production. Ouais. Donc, tu as une maison d'édition, mais tu es la seule auteure. Est-ce que tu penses prendre d'autres auteurs éventuellement ou tu vas rester? Éventuellement, ça va être quelque chose de possible. Là, mettons que je suis comme une débutante au niveau de l'édition puis de ce que ça prend. Je vais m'améliorer. Je suis quelqu'un qui aime ça, les défis. Je vais prendre de l'expérience. Puis oui, pour l'instant, j'ai tellement de livres à écrire là que je vais essayer d'en publier 2, 3 par année. Minimum 2 au moins. Là. 3, c'est si l'histoire est déjà montée. Si elle est déjà partie. Parce que là, je vois qu'avec ma dernière enquête, je la starte du début. Je n'avais pas de notes par rapport à ça. Fait que c'est un peu plus long. Mon Dieu. Puis les profits sont tous à moi, à part le pourcentage que va se garder Amazon, qui est à peu près c'est environ 30 Puis en plus, on a l'avantage de décider absolument tout parce qu'il faut porter tous les chapeaux en auto-édition. À part si on délègue. Si quelqu'un ne veut vraiment pas s'occuper de la couverture, ben on va engager un graphiste. Mais ça, c'est dans l'optique de vraiment réduire au minimum le coût de production. Que j'ai tout le temps gardé ça en tête. Là, dans le fond, ça ressemble pas mal. Et au niveau de la mise en marché, pour faire connaître tes livres, comment est-ce que tu vois le marketing? Comment est-ce que tu abordes ça? Est-ce que c'est un défi, un plaisir, un mal nécessaire? Je vais avouer que c'est un aspect assez prenant au niveau du temps parce que c'est pas souvent ce qu'on aime le plus, mais c'est vraiment nécessaire parce que si on donne pas une visibilité minimum à notre livre qu'on publie, ben là, surtout en auto-édition, tu pourras pas blâmer personne. Ça va être toi qui va, tu vas te dire personnellement, ben si c'est un échec, ben malheureusement, c'est de ta faute. Puis, il faut vraiment s'impliquer. Puis, je réalise qu'il faut tisser des liens avec les lecteurs aussi. C'est bien beau vendre des copies, mais c'est une histoire d'amour avant tout là, avec les lecteurs. J'ai rarement juste en tête, justement, de vendre des livres à tout prix. Je veux qu'on apprenne à me connaître puis que le monde tombe en amour avec autant la plume que le personnage en arrière qui l'a écrit. Puis à partir de là, ça devient, j'ai même trouvé des amis au travers de toute cette promotion-là. Puis à quelque part, mais ils viennent participer un peu à tout ça parce que quand ils sont capables, ils en parlent. Puis moi, j'ai pas utilisé les promotions sur Amazon
Mais ce que les gens savent moins, c'est que s'ils passent par Amazon ou qu'ils achètent le livre, c'est quasiment crucial que le lecteur émette un avis sur Amazon parce que si on ne ramasse pas tant de commentaires, je vous dirais, je pense que c'est 50, on n'a pas accès à des promotions faites par Amazon. Parce qu'il y a une promotion avec Amazon, je vais vous dire, on a de la visibilité. Là. On se ramasse dans la bannière, puis on est en commun avec d'autres livres. Donc ça, c'est un outil de promotion extrêmement important que je n'ai pas encore accès parce qu'il me reste des avis à accumuler. Il y a aussi l'activité au niveau, moi, c'est surtout au niveau de ma page d'auteur que je fais de la publicité, je fais des promotions, la livraison gratuite ou quand il y a une période spéciale. Et je m'implique énormément dans les groupes de lecteurs. Mais pas juste faire de la pub intempestive. Là. Je ne suis vraiment pas dans ce mode-là. Mais comme je dis, c'est de participer avec eux autres. À un moment donné, mais ils disent, hey, tu as écrit des livres? Ben, tabarouette, tu sais, on va. Développer une relation. Ben, c'est ça, développer une relation. Puis ensuite, les gens viennent te parler en privé. Certains sont super touchés par les sujets. Ils viennent me conter leur histoire personnelle. Ça n'a pas de prix, tout ça, là. Vraiment. Là. Puis, quel temps, parce que là, tu écris à temps plein, quel temps investis-tu dans le marketing? Donc, est-ce que tu en fais un petit peu à tous les jours? Est-ce que tu en fais quelques heures par semaine ou par mois? Comment tu divises ton temps? Le marketing, je vais t'avouer que j'ai investi environ 30 à 40 de mon temps versus à 70 que c'est de l'écriture ou des tâches connexes à l'écriture, la correction, la révision. Fouiller des photos aussi pour les couvertures, ça prend énormément de temps. Mais c'est assez prenant. Je ne m'attendais pas que c'était comme ça, mais j'ai même eu de la difficulté à m'ajuster au début parce que c'est vraiment tu sais, une journée, tu vas te ramasser, tu as 10 notifications, ça va, mais tu sais, quand tu te lèves, tu en as 80 qu'on t'a tagué un peu partout, puis que j'ai pas le choix d'aller les voir un par un pour voir si c'est pas un lecteur qui me demande des précisions ou réserve-moi une copie, ou tu sais, les gens passent pas toujours en privé, donc j'ai pas le choix de les vérifier. Et ça, c'est sans compter aussi les lecteurs qui sont tellement gentils qu'ils viennent me parler, ils viennent me jaser ça en privé. Puis ça me fait plaisir de répondre, mais des fois, je vais amputer un peu mon temps. Puis là, on a le temps de changer d'idée, puis de faire d'autres choses. Surtout quand on est à la maison, on fait comme aussi dispatcher les tâches là, pour pas tout avoir dans la même journée. Donc, c'est plus prenant que je pensais. Mais je commence à m'adapter à ma routine. C'est vraiment le matin, je vais condenser 1 heure ou 2. OK, je triche, là, souvent, je vais parler au travers, mais j'essaye le plus possible d'avertir mes gens. Hey, je suis en train d'écrire, je vais venir te réécrire après pour respecter un peu mes résolutions. Super. Puis, c'est quoi les outils de promotion que tu utilises? Donc là, tu parlais de, je pense que tu disais de Salon du livre, donc les gens venaient te voir, tu parlais de tes réseaux sociaux. Est-ce que tu utilises de la pub payante ou des infolettes? C'est quoi ta stratégie principale? Ma stratégie principale, je dirais que je fais beaucoup d'interactions au niveau justement des gens puis dans les groupes. Là, c'est vraiment ma stratégie. Je suis vraiment plus présente sur Facebook. Je vais vous avouer que j'ai un Instagram, mais à part comprendre qu'il faut que je mette une tonne de hashtags, que je ne sais pas trop c'est quoi, j'en mets, là, mais je ne connais pas beaucoup cette plateforme-là et je ne la comprends pas totalement. Donc, c'est vraiment plus au niveau de Facebook. Je ne paye pas des frais de sponsorisés là, sur Facebook. Je l'ai déjà fait pour mon vernissage ou mon lancement aussi, et ça l'avait atteint des prix. J'avais comme pas compris comment ça fonctionnait. Puis ça me prélevait des prix à tous les mois. J'étais rendue comme à 70$ par mois de publicité que j'avais pas prévu. C'était juste une fois. Puis, donc, je l'ai pas réutilisé. Il y a aussi que je fais les livraisons quand je suis capable dans le secteur où je suis. Il va y avoir aussi des événements là, littéraires un peu. Je suis comme sur un groupe privilégié qui est quand même assez gros et qui prend de l'ampleur.
Et on fait des événements exclusifs à ce groupe-là. Ces groupes de lecteurs romans noirs, horreur et policiers. Sont vraiment géniales. Puis, tu sais, il y en a d'autres groupes aussi sur lesquels je participe. Je fais des lives aussi. Mais, tu sais, c'est en frais de promotion. J'ai dans l'idée aussi d'avoir des objets promotionnels là, en lien avec ce que je publie. Éventuellement, je vais avoir un site Internet aussi. C'est juste que ça demande pas mal de temps, là, du temps que j'ai peut-être pas tout le temps. Il faut se fier aussi avec le bouche-à-oreille. C'est une grosse part, ça aussi. Ça influence les gens de suivre l'opinion de leurs amis ou de leur famille. Là. Donc, tu mises vraiment sur tes relations avec les lecteurs. Effectivement. La communauté. C'est ce que les lecteurs m'ont dit. C'est vraiment ça qui les touche plus que, comme je dis, de juste mettre une page couverture, un synopsis. Mais j'ai publié, lui, allez lire. Non, c'est froid un peu comme approche. Oui. Puis, d'après toi, si tu pouvais juste te concentrer sur une seule tâche marketing ou promotionnelle, sur laquelle tu miserais toute ton énergie? La seule, ce serait, je crois, des apparitions dans les événements. Parce que c'est ce qui a le plus réussi. À date, quand j'ai réussi à en faire, on a pu en faire des événements clandestins qu'on appelait ça à l'automne. Et les gens ne me connaissaient pas. J'avais juste Anna. Il y en a des auteurs qui avaient 4, 5 livres à présenter. Puis moi, ben, c'était pas un horreur, un policier non plus, mais les gens avec qui je parlais, parce que je suis quelqu'un de très sociable, et ils venaient me jaser, puis oh mon Dieu, tu sais, elle est tellement fine, je pense, hey, je vais essayer ton livre. Ou, c'est comme ça que j'avais le plus d'interactions et je me suis surpris, là, tu sais, j'en ai quand même vendu plus que je pensais. Moi, j'avais aucune attente. et je pense que c'est ça, dans le fond, de ne pas avoir trop d'attente, de ne pas se mettre la barre trop haute. Ça suit son cours. Il y a un livre qui arrive sur le marché, là, il faut se mettre en tête, là, que c'est un livre parmi un océan de livres. Il faut trouver la façon de le rendre spécial et de le faire ressortir du lot. Il y en a qui vont miser sur justement j'appelle ça un peu de la pression, de vraiment pas lâcher pour que les gens prennent le livre, ou c'est de se faire démarquer par soi-même. Moi, c'est l'humain en arrière que j'ai misé plus là-dessus. Je pense que c'est une bonne stratégie parce que les émotions sont universelles. Puis si on peut connecter au niveau des émotions avec notre lecteur, ben c'est une connexion qui est tangible puis qui est dure à défaire. Là. C'est ça. Ah, effectivement, ça c'est certain. Parce que en plus, au niveau surtout marketing, là, il faut se renouveler. Hein. Il faut se donner des défis, il faut être original, il faut travailler du coco pas mal pour ressortir des bonnes idées qu'on n'a pas vues trop ailleurs. C'est sûr qu'à un moment donné, ça se rejoint sur nos techniques, nos façons. Mais comme moi, là, faire des montages photos, puis des affaires de même, je ne suis pas mise sur Internet, il a fallu que je développe cette fibre-là un peu. Là. Donc, le mot d'ordre que j'ai souvent entendu, c'est qu'on fait mieux de se concentrer sur les plateformes qu'on maîtrise déjà. Tu sais, comme si on est déjà à l'aise sur Facebook, ben, c'est de se concentrer sur Facebook, tandis que si on est à l'aise, tu sais, que quelqu'un a déjà découvert TikTok, il l'utilise à titre personnel, ben là, oui, ça devient logique de l'utiliser à titre professionnel, mais d'aller apprendre une nouvelle plateforme de zéro dans un but promotionnel, c'est beaucoup de temps à investir, puis ça vaut pas nécessairement la peine. Mais effectivement, c'est beaucoup de temps. Puis encore là, il faut cibler celle-là qui a le plus d'impact. Tu sais, je veux dire, l'Instagram, s'il n'y a pas personne qui vient me parler puis que c'est du temps que je mets là-dessus qui est zéro efficace, ben, j'aime mieux passer 1 heure de plus sur Facebook puis vraiment faire le tour. Et aussi, il faudrait dire aussi que quand un livre sort, il faut y laisser faire son chemin. Parce que c'est pas automatique. Oui, on va avoir un ratio de vente au début. Après ça, ça pogne un beau plateau. Il n'y a pas nécessairement de vente parce que les gens, là, c'est la mode d'avoir des piles à lire avec énormément de livres.
Donc, il achète ton livre, mais tu n'as pas tout de suite les retours. Parce que, veux pas, c'est une belle petite routine que le lecteur achète le livre, fait son retour, ça convainc d'autres lecteurs. Donc, tu sais, comme je disais, le bouche à oreille a énormément d'impact. Puis quand ça prend des mois avant d'avoir ton retour, bien là, il faut que tu cherches d'autres façons de rester dans l'actualité. Parce que là, je peux passer un mois, puis tu sais, les gens ne parleront pas de mon livre parce qu'il ne vient pas à leurs yeux. Tu sais. Fait que, c'est important, je pense. C'est surtout pour ceux qui sont auteurs, qui cherchent un peu comment piloter là-dedans. Là. Si on touche à notre fin. Une dernière question. Quel conseil tu donnerais à un écrivain débutant? Donc, quelqu'un qui se lance, qui n'a pas encore nécessairement publié, ce serait quoi ton conseil? Mon conseil, 3 mots. Patience, ténacité et constance. Je dirais aussi en termes de conseils, écoutez les auteurs qui ont déjà publié. Ils ont de l'expérience, peut-être, tu sais, il faut en prendre qu'en laisser, oui. Mais la majorité des erreurs, vous allez vous sauver du temps. Au lieu de vous planter, à reprendre des mois, à rattraper. Donc, tu sais, si quelqu'un avec un conseil peut vous sauver du temps, puis vous épargner de vous tromper, ben c'est du temps gagné que vous allez avoir pour écrire un autre livre. Vous voulez vous auto-publier? Écrivez, 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 écrivez. C'est ça le mot d'ordre. Parce que si tu n'as pas beaucoup de livres en marché, ça va rester petit. Mais si on ajoute des titres et des titres, ben les gens qui vont aimer un livre, ben, vont vouloir vous découvrir au travers des autres. Donc, tu sais, ça a un impact d'être présent. Là. De bien s'entourer aussi autour du processus d'édition, puis tout ça, Est-ce que tu parles de s'entourer d'amis puis de membres de la famille, ou est-ce qu'on parle plus de professionnels comme un réviseur? Au niveau professionnel, oui, je dirais au niveau professionnel, ben, tu sais, veux pas, ça devient des amis à la longue, mais de se partager les informations, puis tu sais, des gens qui vont vouloir t'aider à monter en haut, là. Pas juste à un titre égoïste, là, mais tu sais, vraiment hey, on va tous s'aider à gang, puis moi, en tout cas, c'est l'optique que j'ai vraiment eu, même au départ, tu sais, même si j'avais juste un livre. Puis j'ai mes mentors qui m'ont aidé aussi, ça. Je ne la regretterai jamais d'être passée sur leur chemin. Puis un dernier petit point qui est archi important, c'est que si vous passez, ça c'est compréhensible là, d'aller en maison traditionnelle ou à compte d'auteur ou à compte d'éditeur, si vous passez par là, parce que vous ne voulez pas porter tous les chapeaux, vous avez juste envie d'écrire, je dirais aussi, avant de signer quelque chose, prenez le 200$ peut-être que ça va coûter pour le faire analyser avec un avocat en droit littéraire, pour voir que les clauses sont correctes, que le contrat il est bien pour vous, qui vous avantage un minimum. C'est vraiment important. Je vous donnerai pas de meilleurs conseils que ça. Parce qu'après ça, on ne peut pas défaire. Oui, exact. Effectivement. Ben, je te remercie très sincèrement, Audrey. Ça a été une super belle entrevue. C'était vraiment très intéressant. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, site web, réseaux sociaux? Présentement, là, j'ai ma page d'auteur sur Facebook. C'est Audrey Chevalier, auteur, petit trait, auteur. Et Instagram, la même chose, Audrey Chevalier, petit trait, auteur. Éventuellement un site Internet, mais pas tout de suite. Pour ceux qui vont être abonnés à ma page Facebook, je donne énormément je publie des suivis de où est-ce que je suis rendue, des promotions et effectivement des projets qui vont suivre. Et tes livres sont à vendre sur Amazon, donc. Amazon est par moi-même aussi disponible au niveau du Québec pour signer une belle dédicace. Et avec signet, parce que quand on commande par Amazon, on n'a pas le signet. Ah, des petits bonus. Un gros merci et je te souhaite une excellente journée. Et toi aussi, Mélanie. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Audrey, pour cette belle entrevue.
Vous avez l'air d'avoir passé un bon moment quand même. Donc, très, très intéressant et je trouve ça fun parce que je pense que c'est la première fois, je suis pas certaine de ce que j'avance, mais je pense que c'est la première fois qu'on a une autrice qui a changé de style de livre d'un roman à l'autre. Et ben, en fait, je dis c'est la première fois, mais c'est pas vrai parce que toi, Mélanie, tu le fais aussi. Donc, Ben, c'est deux genres plus cousins, disons, entre la science-fiction puis le fantasy. Puis elle a vraiment changé donc de la fantasy à le policier noir. Donc je dirais que les chances que le lectorat se recoupe sont beaucoup plus minces que dans le cas de la science-fiction et de la fantasy. effectivement. Mais malgré tout, tu sais, je pense que des fois, ça peut être si ça vient de dedans, tu sais, si ça vient vraiment d'une envie profonde de changer parce que quelque chose qui nous rejoint plus, ben pourquoi pas, même si, tu sais, je pense qu'il ne faut pas se laisser coincer derrière cette peur-là, justement, que le lectorat ne suivra pas. Au contraire, des fois, je pense que ça peut... tu sais, des fois, on tombe sur des lecteurs qui lisent de tout, donc ça peut se recouper. Un lecteur de policier pourrait découvrir notre autre série qu'on a faite avant ou notre autre livre qu'on a fait avant, puis finalement avoir envie, pareil, de lire parce qu'il a aimé notre écriture. Puis donc, je pense qu'on ne peut jamais renier de nouveaux lecteurs. Il faut toujours penser que ces lecteurs-là peuvent être intéressés par tout ce qu'on écrit. Qu'est-ce que tu en penses? Mais comme jeune écrivain, puis là, je dis jeune au sens de jeune de carrière et non nécessairement en âge, là, mais comme jeune écrivain, je pense qu'il faut essayer plusieurs styles avant de se cloisonner. Parce que on pourrait découvrir, on peut être passionné par un genre, puis découvrir que notre voix naturelle est beaucoup plus mieux exploitée dans un autre genre. Puis c'est un peu la raison qui m'a poussée à faire la série de science-fiction. Je l'ai menée à bout, même si j'étais beaucoup plus intéressée par la fantaisie urbaine. Puis après la fantaisie urbaine, mais là, je me lance dans un projet de fantaisie épique. Puis quand j'aurai fini les 3 genres, ben là, je verrai lequel je veux continuer à exploiter, à pousser. Je pense que d'un point de vue monétaire, ça peut être plus intéressant de persévérer dans un seul genre littéraire. Par contre, ça peut nous cloisonner. Tu sais, si on est 10 ans, 15 ans dans le même genre littéraire, ça peut devenir associé à notre nom, un peu comme Orlando Bloom qui avait refusé de continuer Les Pirates des Caraïbes après le 3e. Il ne voulait pas devenir l'emblème de Pirates des Caraïbes. Il voulait rester Orlando Bloom, l'acteur, donc multidisciplinaire, si on veut. Donc, je pense qu'il faut essayer différentes choses. Par contre, plus on change de genre, plus trouver nos lecteurs va requérir des efforts. Donc, si on est conscient de ça, je pense que c'est une bonne stratégie à appliquer, donc d'essayer différents genres. Ben, je pense que c'est pas fou aussi, comme tu dis, des fois, on peut adorer lire un genre, mais être pas nécessairement bon pour raconter ce genre-là. Puis on peut retrouver notre bonheur ailleurs, donc il ne faut pas nécessairement se dire, ben moi, c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience là-dedans que ça vaut pas la peine d'essayer. Puis des fois, on n'est pas obligé de publier non plus tout ce qu'on écrit. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, en tant qu'auteur, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose des fois de faire des petits projets peut-être plus courts, des nouvelles, ou juste pour tester, pour voir si on aime le genre, si on aime ces thématiques-là qu'on aborde, puis de développer notre art finalement. Donc, je suis pas poète, mais je me dis peut-être que je devrais écrire des poèmes pour voir si l'écriture plus lyrique me convient. Bon, je suis certaine que non, mais c'est un exemple que je voulais donner qui était vraiment à l'extrême. Mais je pense que c'est pas nécessairement mauvais de tester toutes sortes de choses. Moi, je participe à chaque mois à des ateliers d'écriture, puis c'est toujours un thème différent. Donc, le mois passé, en fait, c'était la semaine passée, mais pour le mois d'avril, c'était d'écriture de chansons. Donc, on est vraiment ailleurs, là. On n'est pas dans « je raconte une histoire avec des personnages », tout ça. Donc, c'est vraiment de l'écriture de chansons. Mais c'est fou comment que de développer son écriture dans différents projets, ça peut aider notre écriture globalement. Donc, je dis ça de même, mais on n'est pas obligé non plus d'écrire dans le but d'être publié tout le temps, 100% tout le temps.
Moi, c'est ce que je pense, mais c'est sûr que quand on est publié ou qu'on se publie, on aime ça parce que ça peut donner de l'argent. Mais c'est ça. Bref, faut qu'on reste, qu'on ait du plaisir pareil. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça apprendre, donc d'apprendre un nouveau genre littéraire avec son mode de fonctionnement, avec ses clichés, avec sa chronologie, tout ça, ben ça peut être une corde de plus à notre arc. Oui. Puis son tout dernier conseil donc, qu'elle a donné aux écrivains débutants, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, elle a parlé des contrats, de les faire vérifier, les faire lire par un avocat, des fois en propriété intellectuelle, ou il y a des avocats qui se spécialisent en littérature. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que un contrat, c'est quand même quelque chose. Donc, n'importe qui a acheté une maison ou qui a fait son testament est au courant que des fois, c'est très, très, très aride à la lecture. Puis, on pourrait être tenté de se dire que plus court, c'est mieux. Sauf que si vous voyez un contrat de 2 pages, je vous conseille de vous sauver ou justement de le faire relire pour le faire allonger parce que les clauses nécessitent tous les mots nécessaires pour vraiment être claires et précises. Parce que s'il y a un litige, puis que la façon de régler le litige n'est pas expliquée dans le contrat, c'est l'auteur qui est perdant parce que nécessairement, le contrat va être à l'avantage de la maison d'édition. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est important qu'il y ait des clauses bien précises, ne serait-ce que des fois au niveau de la licence de distribution, donc de savoir à quoi on donne une licence. Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est sous toutes les formes qui existent? Parce que, bon, en ce moment, on parle de livres numériques, de livres audio, de livres papier, mais peut-être que dans le futur, il y aura d'autres types de livres. Est-ce que notre licence qu'on accorde comprend tous les autres genres non inventés à ce jour? C'est toutes des choses qui peuvent être précisées dans le contrat. Puis, en tout cas, on a tous déjà entendu des histoires d'horreur par rapport à des contrats mal rédigés, pas nécessairement par rapport à des livres, mais on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a eu des problèmes avec un contrat. Ou on en a entendu parler dans les nouvelles. Oui, ça peut être un contrat de mariage. Mais c'est ça, c'est pas fou là, de prendre la peine de faire réviser ça par quelqu'un qui s'y connaît parce qu'on n'est pas des... On n'est pas des juristes. On n'est pas des juristes, on connaît rien là-dedans, là, pour être honnête. Il y a la traduction, il y a la propriété intellectuelle, dans le fond, les droits d'auteur sont valables pour jusqu'après 70 ans du décès de l'auteur. Donc, si vous cédez vos droits à vie, ça veut dire que même vos héritiers ne pourront pas récupérer les droits sur vos livres. Donc, moi, je pense que c'est important dans un contrat de prévoir une porte de sortie pour pouvoir récupérer nos droits. Ça pourrait être pour aller faire publier chez une autre maison d'édition, mais ça pourrait être aussi pour s'auto-publier éventuellement, donc récupérer son catalogue. Donc, toujours, toujours, toujours prévoir une façon de récupérer vos droits d'auteur dans votre contrat. Puis ça se peut que la maison refuse ou se braque, mais ça devrait vous allumer des cloches. Il faudrait que l'entente soit vraiment à votre avantage pour accepter de céder vos droits, comme tu disais, tout format, toute langue, parce qu'il y en a qui vont demander de céder des traductions. Donc c'est ça, c'est des points à considérer. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement le budget de se payer un avocat. Par contre, sur le site de l'UNEC, donc l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec, il y a une section, une foire aux questions sur les aspects juridiques et fiscaux. Puis, ils ont listé, je pense, un certain nombre de clauses donc, qui seraient à surveiller. Oui, en fait, le site de l'UNEC est toujours un très bon outil de travail pour quiconque écrit, que vous êtes membre ou pas membre. Il y a plein de choses qui sont accessibles, là, même aux non-membres, là, sur le site web comme tel et non pas dans l'intranet. Il y a plein d'affaires intéressantes là, sur comment présenter des fois, comment choisir sa maison d'édition, comment présenter ses documents, comment justement quoi faire attention dans un contrat d'édition. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup d'outils pertinents.
Et ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Ça ne coûte rien d'aller visiter un site Internet. Donc, même si vous ne souhaitez pas devenir membre de l'UNEC, parce que c'est pas nécessairement, c'est pas obligatoire, on peut écrire sans être membre. C'est pas une profession qui est régie par un ordre, mais c'est ça. Ça vaut la peine d'aller voir ça pour avoir plus d'informations. Donc, on vous suggère de le faire et de faire attention à vos prochains contrats d'édition. C'est sûr que quand on s'édite nous-mêmes, on n'a pas besoin de se faire de contrat. Par contre, ça vaut la peine de regarder les contrats, puis pas les contrats, mais les comment on appelle ça? Les termes de service. Les termes de service des plateformes sur lesquelles on publie. Parce que des fois, il y a des petites choses cachées là-dedans. Donc, ça vaut la peine. Comme sur Amazon, pour les critiques, les commentaires, on n'a pas le droit de rémunérer quelqu'un pour obtenir une critique ou une évaluation sur Amazon. Donc, c'est sûr que c'est une tradition qui est acceptée par Amazon, donc de donner une copie de notre livre pour un service presse. Donc, ça, c'est correct. Par contre, vous n'avez pas le droit de rémunérer ou d'offrir un panier cadeau à votre chroniqueur pour qu'il laisse une critique. Puis, je crois, elle a mentionné, donc à partir de 50 commentaires, ça pouvait débloquer quelque chose dans l'algorithme, mais ça, je crois que c'est une rumeur qui avait été lancée par une entreprise qui offrait des services de critique rémunérés. Donc, évidemment, la compagnie a dû cesser son activité parce que ça allait à l'encontre des termes de service. Mm-hmm. Mais je pense que la rumeur est persistante là, à ce niveau-là, là, que 50 critiques, ça change les choses. Là. Par contre, tu vois, moi, Gemellus a atteint les 50 critiques, je pense, depuis à peu près un mois, puis ça... Je vous l'annonce en grande première, il n'y a pas de magie qui s'est opérée. Là. Mais en fait, puis il existe déjà beaucoup de façons de faire de la promotion aussi sur Amazon. Il y a les countdown deals, là, donc des rabais qui changent à chaque jour. Il y a aussi des promotions sur du court terme on peut demander à Amazon de réduire notre prix de vente pendant, je ne sais pas moi, 3 jours, 5 jours, 7 jours. Et il y a aussi de la publicité qu'on peut faire. Donc, il y a déjà beaucoup d'options qui s'offrent à nous, là, à tout le monde. Là. Dès qu'on met le livre en ligne, on peut avoir accès à tout ça. Donc, il n'y a pas de minimum ou quoi que ce soit là, pour faire la promotion de son livre. Donc, voilà. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à vous offrir cette semaine. On espère que vous avez apprécié cette émission et que vous avez apprécié notre entrevue avec Audrey. Et on vous souhaite une belle semaine en écriture. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas oublié de le dire. Belle semaine en écriture, tout le monde. Et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt! Bye!